Bonjour à tous. Moi, je fais suite à Estelle pour vous parler plus spécifiquement du dépistage chez l'enfant de la DVDA. Donc, vous avez compris que déjà chez l'adulte, c'est très difficile de faire le diagnostic de cette pathologie. Elle n'est pas toujours certaine et parfois on voit les enfants de patients qui ont des diagnostics de DVDA qui ont été posés, et ça va être un challenge, en tout cas pour nous cardiopédiatres, de faire ce dépistage. Donc je vais vous dire rapidement qui est à risque, donc qui doit-on dépister, à partir de quel âge, à quelle fréquence, comment faire le dépistage de la DVDA chez l'enfant, et quels sont les cas un peu plus difficiles qu'on peut rencontrer. Donc, qui est à risque, donc Estelle vous a dit, c'est une maladie génétique autosomique dominante. Donc, les recommandations dans les cardiomyopathies, c'est de faire un dépistage, de proposer le dépistage à tous les apparentés au premier degré, c'est-à-dire les parents, la fratrie et les enfants des patients atteints de la maladie. Alors, ce dépistage-là, il est quand même beaucoup centré sur le résultat du test génétique. Quand on a la chance de trouver la mutation dans la famille, on va pouvoir proposer ce dépistage uniquement aux patients qui vont être porteurs de la maladie et leur proposer un suivi qui va être au long cours. Et ceux qui ne vont pas être porteurs de la mutation causale, on va pouvoir leur dire qu'ils n'ont pas besoin de suivi spécifique pour cela. Par contre, chez tous les patients où le test génétique n'a pas été réalisé ou qu'il est revenu négatif, on ne va pas pouvoir faire cette différenciation, et on va proposer un suivi à tous les apparentés du premier degré et au long terme. Alors, le dépistage génétique, ça va être un dépistage qu'on propose souvent en présymptomatique, c'est-à-dire à des patients asymptomatiques parce que quelqu'un de leur famille est atteint. Et pour cela, on utilise des résultats génétiques quand on a trouvé une mutation, donc un variant pathogène, c'est-à-dire donc pathogène ou probablement pathogène. On ne va pas utiliser des résultats génétiques de variants de signification inconnue pour faire du dépistage présymptomatique. En tout cas, chez l'enfant, donc chez l'adulte, c'est recommandé de proposer le dépistage génétique à tous ces apparentés, en commençant par les apparentés de premier degré. Chez l'enfant, c'est un peu plus discuté parce qu'il faut que l'enfant comprenne l'implication de ce dépistage présymptomatique. Et pour cela, on nous dit qu'il faut qu'il soit quand même autonome pour décider de s'il veut ou pas réaliser le test. Quand on est enfant, on fait souvent ce que nous disent nos parents et pas forcément ce que nous, on a envie. Il faut aussi être certain que l'enfant a bien compris les informations qu'on lui a données et qu'il donne son consentement de manière informée. Il faut qu'il puisse aussi être là pour entendre le résultat, donc pouvoir lui expliquer le résultat du test génétique. Il faut aussi lui expliquer ce que ça implique. Si le test revient positif, il va devoir changer un petit peu son mode de vie à l'école, dans ses activités sportives et même parfois dans ses orientations professionnelles. Et puis enfin, quand on fait le dépistage assez tôt donc présymptomatique d'un risque de développer une maladie chez un enfant, ce qu'on sait, c'est que quand on fait la transition vers l'âge adulte, on perd beaucoup de patients. Donc il y a des patients qui vont oublier qu'ils ont quelque chose et qui ne vont plus être suivis à l'âge adulte. Donc les recommandations pour le dépistage génétique présymptomatique chez l'enfant, c'est de classe 2. Il y a des bénéfices à le faire. Les bénéfices, c'est qu'on sait que quand on est porteur d'une mutation, on a un risque quand même de développer la maladie qui est quand même liée au statut génétique. Et puis, pour répondre à la question de Damien de tout à l'heure, on sait aussi que l'activité physique intense va avoir des répercussions sur la manifestation de la maladie, avec chez les athlètes beaucoup plus de manifestations aussi bien rythmologiques que d'insuffisance cardiaque par rapport à des non-athlètes. Donc le bénéfice du dépistage, quand on le propose, le dépistage présymptomatique, c'est lequel ? Bien sûr, comme les patients, nous médecins, on aimerait
que ce dépistage conduise à un résultat négatif, c'est-à-dire tout va bien, vous pouvez vivre une vie normale, il n'y a aucune restriction, mais s'il est positif, il y a pour nous médecins en tout cas un véritable bénéfice aussi à le faire, puisqu'on va pouvoir agir sur peut-être les manifestations de cette maladie en prévenant la survenue d'arythmies ventriculaires parfois graves et aussi en essayant de ralentir la manifestation de la maladie, notamment en limitant l'activité physique, puisque dans les cardiomyopathies arythmogènes, par rapport à d'autres cardiomyopathies, c'est une maladie où on a quand même pas mal de données pour dire que la progression de la maladie est liée à cette activité physique. Donc si on a un patient athlète, un enfant athlète, le bénéfice va être encore plus important de faire ce dépistage présymptomatique, mais si le résultat est positif, là, le revers de la médaille, c'est que le risque de déception va être beaucoup plus grand de son côté. L'autre difficulté aussi du dépistage présymptomatique, c'est quand on le fait dans un contexte de décès d'un parent ou d'une fratrie, et de quelqu'un dans la fratrie. Et là, la charge émotive va être très, très importante. Ce qui fait que ce dépistage présymptomatique, il est proposé, il doit être fait dans des centres habilités à faire du dépistage présymptomatique avec une équipe multidisciplinaire et la présence notamment d'une consultation avec un psychologue. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait les dépistages présymptomatiques de DVDA. Et chez les enfants, ce qui est recommandé, c'est de le proposer à partir de l'âge où ils peuvent comprendre toutes ces implications-là. Donc c'est vers 10-12 ans. Alors, ça va aboutir, si le test est positif, à des recommandations sur le sport qui sont un peu moins peut-être strictes maintenant que ce que je vous ai mis là, mais quand même, les recommandations quand on est porteur d'une mutation, quand le dépistage présymptomatique tombe et qu'il est positif, eh ben, on va demander à nos patients d'éviter tous les sports d'endurance, de ne pas faire plus que 2h30 de sport par semaine, d'éviter tous les sports intenses, c'est-à-dire que quand ils font une activité sportive, il faut qu'ils ne dépassent pas leur seuil ventilatoire, c'est-à-dire qu'ils soient capables de parler en même temps qu'ils font l'activité sportive. Donc c'est quand même une restriction qui est assez importante, juste parce qu'on est dépisté au niveau génétique, être porteur d'une mutation. Voilà pour le dépistage génétique. Alors, à quel âge on commence le dépistage génétique, je vous ai dit, mais clinique des patients qui ont quelqu'un dans la famille qui a une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Ce qu'on sait, c'est que la pénétrance de la maladie, elle est aussi liée à l'âge, et que quand on regarde des patients, en tout cas avant l'âge de 10 ans, quand on va à la pêche, elle est maigre. Hein. C'est vraiment surtout après 20 ans qu'on commence entre 20 et 21 et 30 ans, qu'on a vraiment une bonne rentabilité de ce dépistage. Donc quand on fait ça en pédiatrie, on peut passer, là c'est marqué, entre 10 et 20 ans. Vous voyez, on peut voir 200 patients avant d'en diagnostiquer un qui va avoir les critères de DVDA. Autant dire que la pêche est maigre et qu'on est souvent, voilà, on en dépiste beaucoup. Déçu, oui, bon, quand on veut en diagnostiquer. Alors, quelles sont les modalités et la fréquence de ce dépistage? Donc, ce qui est recommandé, en tout cas, c'est de faire un dépistage, alors c'est large, entre 1 et 3 ans, tous les 1 à 3 ans, en sachant que si c'est des enfants plutôt sportifs, il vaut mieux les voir tous les ans. Et dans le cas contraire, on peut décaler à 3 ans. Autour de la puberté, vraiment, après 14 ans, c'est l'âge où c'est plus intéressant de les voir plus fréquemment. Et de commencer, donc l'âge recommandé pour débuter ce dépistage, comme vous avez vu, c'est entre 10 et 12 ans, parce qu'il n'y a pas de manifestations plus précoces de DVDA chez les apparentés du premier degré. Ce qui est recommandé comme examen, c'est l'électrocardiogramme, le Holter, l'échographie et l'IRM cardiaque. Alors l'électrocardiogramme, c'est le premier examen à faire parce que c'est celui qui, le premier, va montrer des anomalies, même si à l'IRM cardiaque, parfois, on peut avoir, dans certains cas, des anomalies qui précèdent l'électrocardiogramme. Mais l'électrocardiogramme, c'est vraiment le premier examen à faire, et c'est le premier qui va être perturbé chez les patients qui vont avoir les critères de DVDA plus tard. Donc les critères de DVDA, c'est les critères de la task force dont vous a parlé Estelle.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à la population d'enfants qu'on a, surtout prépubertaires, tant qu'ils n'ont pas fait leur croissance. Que les critères ECG, ils ne sont pas utilisables, en tout cas les critères comme l'onde epsilon, elle n'existe pas chez l'enfant. Et les ondes T négatives jusqu'en V3, c'est quelque chose de tout à fait physiologique avant l'âge de 12-14 ans. Donc ça fait partie quand même des critères ECG majeurs, mais qu'on n'aura pas la possibilité d'utiliser avant l'âge de 12-14 ans. Pareil pour les critères échographiques et IRM d'imagerie. Les seuils de dilatation du ventricule droit en ETT, c'est des seuils qui ont été validés pour une cohorte d'adultes même assez âgés et qui ne sont pas du coup complètement adaptés au cœur d'enfants qui sont souvent un peu plus gros de manière physiologique. Donc on risque chez l'enfant de surestimer parfois de surestimer le score de la task force à cause de critères non adaptés. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'intégrer ces critères-là en prenant les modifications qu'on va voir entre deux examens, c'est-à-dire que chez les enfants, comme je vous dis, on va les voir tous les ans ou tous les 2 ans, on va faire des examens sériés, et donc c'est vraiment la modification de ces examens-là qui peut être intéressante. Par exemple, quand on regarde l'électrocardiogramme, eh bien, il faut toujours avoir l'électrocardiogramme de l'année précédente pour pouvoir le comparer et voir ces petits changements du délai dans l'activation terminale du QRS dont vous a parlé Estelle tout à l'heure. Ici, vous voyez, quand ça s'allonge, sans que ce soit vraiment un critère de seuil qu'on utilise. Les ondes T négatives de V1, V3, c'est physiologique chez l'enfant, mais quand ça s'est positivé et que ça se renégative après, c'est un bon critère. Ce qui est un bon critère également, c'est les ondes T négatives dans les dérivations inférieures et le microvoltage aussi dans les dérivations inférieures. La difficulté, c'est la signification des extrasystoles infundibulaires chez l'enfant, c'est très fréquent, donc ce n'est pas très spécifique de la DVDA. Voilà. Pour l'échographie, c'est pareil, on va suivre nos enfants, on va leur faire des échographies régulièrement et ça va être cette modification de l'échographie qui va être intéressante, surtout que, comme vous a dit Estelle, c'est pas qu'une dilatation, c'est une dilatation et une anomalie de la cinétique régionale. Et donc la cinétique régionale, c'est quelque chose qui ne saute pas aux yeux, mais quand on compare 2 examens, parfois ça peut être plus évident. En IRM, on fait la même chose, mais en échographie aussi, il faut reprendre l'examen d'avant quand on a un doute et comparer ces 2 examens pour voir si on a une dilatation qui est apparue, si on a une hypokinésie, une dyskinésie dans un endroit. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un jeune homme qui était porteur de la mutation familiale, mais qui n'a pas réellement suivi les consignes par rapport au sport et qui a développé, en tout cas, il a fait du sport intense et qui a développé, en tout cas, la maladie assez rapidement. Alors, sur l'échographie, de la première échographie, quand on regarde les paramètres de fonction systolique du ventricule droit, il avait une onde S qui était strictement normale, mais quand on regarde le speckle tracking, on avait quand même déjà un strain de la paroi latérale un peu abaissé, moins 22%. On sait que la norme, c'est plutôt moins 29%. Bon, mais ce n'est pas un critère qu'on peut utiliser, mais quand même, il y avait des petites choses initialement sur cette échographie. Alors, en IRM, c'est pareil. Donc, l'IRM, c'est vraiment l'examen pivot dans la DVDA et surtout la DVDA de l'enfant. C'est vraiment l'examen qui est le plus intéressant après l'électrocardiogramme, puisque la DVDA, c'est une maladie où il va y avoir du remplacement graisseux et une cicatrice au niveau donc, du ventricule droit qu'on va très bien voir en IRM et pas voir forcément en échographie. C'est pareil, c'est un examen qui doit être fait de manière répétée et comparative dans le même centre idéalement. Et si ce n'est pas dans le même centre, il faut que le patient ramène son examen d'avant pour pouvoir faire cette comparaison. Et c'est un examen qui n'est pas évident d'interprétation puisqu'on va interpréter des anomalies de cinétique et donc c'est important que ce soit fait dans un centre à haut volume.
Alors, ayant dit tout cela, les mêmes difficultés, c'est les normes chez l'enfant. On a des normes chez les femmes, chez les hommes, même les cœurs d'athlètes, les patients athlètes, mais on n'a pas de normes, en tout cas, de volume indexé, vraiment, chez l'enfant, en tout cas, de cut-off, plutôt que de normes de cut-off pour dire que c'est anormal. Et puis, l'indexation des volumes, on sait que ce n'est pas très bien pendant la période de la croissance. Donc, c'est important de pouvoir regarder les IRM en les comparant les unes aux autres pour voir les modifications plus que des seuils fixes. Alors nous, on a regardé dans nos patients, donc on en dépiste beaucoup d'enfants qui ont des apparentés, des parents souvent qui ont une cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. On a regardé justement le speckle tracking puisque c'est peut-être plus sensible que d'autres critères en échographie. Et en IRM, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder le strain circonférentiel et longitudinal. Donc c'est la fonction des 2 couches de fibres du ventricule droit. Et on a regardé chez les patients, on a pris les patients qui n'avaient rien quand on les a vus la première fois et qui ont développé dans le suivi les critères de DVDA. Et quand on regarde le groupe de patients qui a développé des critères de DVDA, effectivement, les paramètres de speckle en IRM étaient déjà altérés au premier examen. Ça peut aider, en tout cas, quand on veut restreindre l'activité sportive, de pouvoir un peu avoir même si ce n'est pas reconnu dans les critères, en tout cas, des orientations pour dire il y a peut-être quelque chose chez ce patient. Voilà, donc pour terminer, je vais vous parler un peu de quelques cas un peu difficiles. Donc Estelle vous a dit que dans les cardiomyopathies arythmogènes du ventricule droit, c'est une maladie qui ne touche pas que le ventricule droit, ça touche aussi le ventricule gauche et ça peut se manifester parfois par des myocardites. Et ça, c'est beaucoup plus vrai aussi chez l'enfant. Donc ça, c'est une étude qu'on avait montrée. On avait regardé, nous, nos DVDA pédiatriques. Donc ça, je ne vous parle pas des dépistages, je vous parle des patients chez qui on a diagnostiqué la DVDA sans que leurs parents n'aient une DVDA. Et quand on regarde donc les patients prépubères, eh bien, on voit que la DVDA, la cardiomyopathie, en tout cas arythmogène du ventricule droit chez l'enfant, c'est une maladie qui va se manifester essentiellement par rapport aux formes post-pubertaires, par de l'insuffisance cardiaque et par des atteintes biventriculaires et plus atteintes du ventricule gauche, donc plutôt des cardiomyopathies arythmogènes du ventricule gauche. Donc ça veut dire que quand vous diagnostiquez une sorte de cardiomyopathie dilatée biventriculaire fibrosante, eh bien, il faut penser qu'on est plutôt dans le cadre d'une cardiomyopathie arythmogène et proposer à la fratrie et aux parents un dépistage qui est adapté avec une IRM, un Holter et un électrocardiogramme qu'on va regarder non à la recherche d'une HVG, mais plutôt des critères de DVDA. Donc c'est quand même important de reconnaître ces formes de cardiomyopathie arythmogène. Pareil pour les myocardites. Quels myocardites chez l'enfant sont suspectes d'une maladie familiale génétique? Eh bien, ça, on a montré, je crois qu'Estelle vous a dit qu'il y a des patients qui vont venir avec des myocardites récidivantes. Nous, on avait publié une série de 6 cas où, à chaque fois, donc ça, c'est un patient que j'avais vu, à chaque fois qu'il faisait une myocardite, il altérait sa fraction d'éjection. Et aussi bien gauche que droite. Et en génétique, on a trouvé effectivement une mutation DSP chez ce patient, mais on a des cas comme ça aussi dans les mutations placophilines. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces myocardites récidivantes, effectivement, ça c'est facile quand on a plusieurs cas de myocardite chez la même personne, il faut faire un bilan génétique, mais il y a aussi des patients qui ont des histoires de myocardite familiale. Ils vont venir, ils vont faire une myocardite, ils vont complètement récupérer, leur IRM se normalise, et 2 ans plus tard, on voit quelqu'un de la fratrie, et puis 2 ans après, quelqu'un d'autre. Et bien là, quand on fait les analyses génétiques, on a aussi une bonne rentabilité. On trouve souvent des mutations desmosomales. Donc il faut penser dans les myocardites familiales, avoir tous les apparentés du premier degré et de faire un dépistage DVDA avec tous les examens que je vous ai dit tout à l'heure. Les questions aussi un peu difficiles, c'est le dépistage, le dépistage chez l'athlète asymptomatique.
C'est recommandé chez les athlètes de faire au moins un électrocardiogramme pour dépister des maladies qui peuvent donner des morts subites, puisqu'on sait que chez l'athlète, il y a un surrisque de 3 à peu près de faire la mort subite par rapport à la population générale. C'est recommandé, ce n'est pas obligatoire, mais parfois on voit arriver des patients athlètes avec une suspicion de cardiomyopathie, notamment arythmogène. Donc là, ça va être un des cas difficiles de diagnostic, puisqu'il faut faire le diagnostic différentiel avec le cœur de sportif. Et pour ça, donc, je vous ai mis l'exemple d'une patiente qui a 13 ans, qui fait de la natation en club, qui allait passer en équipe nationale et qui faisait 14 heures de sport par semaine, des sports d'endurance, qui est arrivée avec, donc sur un diagnostic fait sur un électrocardiogramme, des critères de DVDA. Donc là, vous voyez des ondes T négatives jusqu'en V3. Donc à son âge, ce n'est pas complètement un critère, mais vous voyez que dans les dérivations inférieures, il y a un microvoltage et aussi des ondes T négatives. Ça, c'est un critère. Elle avait à l'épreuve d'effort des troubles du rythme ventriculaire polymorphes avec des extrasystoles ventriculaires polymorphes et à l'IRM de la fibrose VD, VG. Ça, c'est son échographie. On voit la dilatation, la dysfonction du ventricule droit et ce mouvement paradoxal du septum interventriculaire qu'on a dans les dysfonctions ventriculaires droites. Donc la problématique effectivement du dépistage chez l'athlète asymptomatique, c'est que on va dépister ça chez des patients passionnés de sport et on va devoir leur faire une limitation drastique de leurs activités. Chez un adolescent. Bon, nous, on pense bien faire puisqu'on va prévenir un risque de mort subite et puis on va pouvoir les traiter. Mais la problématique, elle va être dans le dépistage de la fratrie. Souvent, dans ces formes-là, on n'arrive pas à voir les frères et sœurs parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on leur dépiste la même chose pour ne pas avoir cette interdiction de sport. Donc, c'est une part importante de la prise en charge dans les dépistages de cardiomyopathie. C'est la prise en charge psychologique qui va être indispensable dans les dépistages désapparentés des patients atteints. Donc en conclusion, le dépistage des apparentés, c'est les apparentés du premier degré à partir de l'âge de 10-12 ans. On peut proposer le dépistage présymptomatique à partir de cet âge. Je pense que dans la DVDA, c'est quand même utile puisqu'on a des choses qu'on peut faire pour prévenir le risque, en tout cas de développer la maladie. Il faut donc faire un dépistage tous les 2 ans, voire tous les ans si c'est des patients très sportifs, avec les modalités que je vous ai dites, l'électrocardiogramme, l'échographie, l'IRM, l'Holter, l'épreuve d'effort. Et donc la seule chose qui est un peu débattue, c'est la limitation de l'activité physique chez des patients qui n'ont aucun des critères de la maladie. La proposer d'emblée, c'est compliqué, mais je pense que dès qu'on a des petits critères qui apparaissent, c'est quand même important de pouvoir, en tout cas petit à petit, les limiter dans leur activité physique et bien sûr leur proposer une prise en charge psychologique.